Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je remercie Alexandre et Frédéric déjà pour tous les échanges qu'on a pu avoir jusqu'à présent et de nous avoir intégrés dans cette réflexion depuis de nombreux mois. Donc je me présente, Christophe Forbrois, je suis chargé de projet à l'enseignement supérieur et la recherche au département du Val-de-Marne. Donc je voulais vous indiquer un petit peu comment s'inscrivait notre collectivité dans les recherches et dans les liens avec les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc tout d'abord, le département, ça fait de nombreuses années, voire des décennies, qui s'est engagé sur les questions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Dès les années 80, on a un dispositif qui s'appelle le prix de la recherche, le prix d'université à l'époque, qui permet de valoriser les doctorants et les étudiants qui proposent des mémoires de Master 2. Donc on a une dotation offerte aux jeunes doctorants du territoire. Donc depuis 82, il a mon âge, le prix de la recherche. Donc c'est une fierté, on est en plein dedans là actuellement. Donc on soutient et on valorise la recherche au sein de notre territoire. Et on soutient aussi les laboratoires de recherche et les initiatives, les événements proposés par l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur. Donc après, on a un axe privilégié avec certains acteurs avec qui on a passé des contractualisations, comme l'UPEC, comme l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Donc on travaille depuis longtemps, le CNRS également, qui est sur Villejuif. Donc ça permet finalement d'avoir un historique assez pérenne et assez solide pour envisager de futurs partenariats. Donc par rapport aux attentes vis-à-vis du PUI, nous, on va dire que sur cet aspect recherche, on aimerait bien développer de plus en plus de recherche-action en lien avec nos directions départementales et nos partenaires. C'est-à-dire que là, on va revenir sur les compétences de la collectivité. Donc voilà, on a aussi une limitation, on ne peut pas tout faire. Je vais vous parler de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de 2015, qui nous limite sur les aspects développement économique. Donc voilà, on est un peu limité là-dessus. On a un rapport d'Éric Woerth là, qui va être proposé à Macron, qui va définir aussi des nouvelles lois en matière d'organisation territoriale. On espère que ça ne va pas nous limiter encore plus. Mais bref, on peut avoir des rejets du contrôle de légalité si on passe des actions, si on a une délib qui ne va pas dans le sens de la loi. Donc en l'occurrence, nous, on aimerait vraiment travailler sur les actions liées aux questions environnementales et santé. On a notamment notre direction de l'accompagnement à la transition écologique qui est bien positionnée sur des liens, des partenariats avec des acteurs du territoire. On travaille après aussi de manière plus technique sur l'eau et l'assainissement. On a la DSEA, la direction des services des eaux et de l'assainissement. On a déjà mené des projets depuis des décennies aussi avec le LESU, le laboratoire de l'UPEC, avec un dispositif qui s'appelle Eau Pure depuis très longtemps. Donc tout ça, toutes ces collaborations, toutes ces recherches-actions en plus ont vocation à être des outils d'aide à la décision pour nos élus. Donc nous, on voit un intérêt très fort de développer tous ces types de partenariats. Là, je vais évoquer aussi un lien avec la direction de l'autonomie parce qu'on a aussi notre axe principal auquel on ne touchera pas, j'espère, c'est l'axe solidarité, bien entendu. Donc, les actions en direction des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes de l'aide sociale à l'enfance, par exemple. Et donc, sur l'axe autonomie, on travaille avec le laboratoire eCity à l'UPEC, par exemple, pour améliorer finalement l'environnement et l'accès aux services des personnes âgées au sein d'un territoire qui est amené à être en renouvellement urbain. Voilà, donc en amont, l'idée c'est d'avoir des solutions, de travailler avec des acteurs de la recherche pour savoir ce qu'on peut prévoir pour la suite, pour le futur, pour que ces personnes âgées elles puissent accéder aux services, mais aussi à l'offre de services publics. Et donc l'idée c'est de dupliquer ensuite les résultats de ces recherches, les résultats positifs, parce que tout n'est pas forcément efficace au regard de nos attentes. Mais voilà, l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur le milieu de la recherche pour donner une forme de légitimité à nos actions. Et dans le cadre du PUI aussi, l'idée c'est vraiment d'acculturer des collègues qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des chercheurs. Donc on veut développer cet axe encore plus fortement. Parce que là, je vous ai donné quelques exemples, mais
la volonté de notre exécutif, c'est de développer en fait toutes ces formes de recherche-action. Puisqu'il y a une vraie volonté d'agir et de faire évoluer, d'apporter du changement dans nos méthodes de faire et de s'acculturer aux actions des partenaires. Bon, après, dans toutes ces ambitions, il faut quand même avoir un regard un peu réaliste sur la situation, notamment économique, c'est-à-dire que nous, on fait face quand même à des contraintes budgétaires assez fortes. Je vous parlais notamment des droits de mutation finalement qui sont liés aux transactions immobilières et qui ont forcément beaucoup diminué avec la crise immobilière qu'on rencontre. Donc là, cette année, on a eu des coupes énormes. Donc, dans les relations qu'on aura avec les partenaires de l'ESR, c'est vrai qu'on se positionne plus en territoire d'expérimentation, en collègues sur les services techniques ou autres qui peuvent apporter leur plus-value. En financement d'action, faut être clair, ça va être assez compliqué. Donc, on est plutôt en mode partenariat, avec la volonté aussi, j'avais oublié d'un point très important, d'associer la population. Parce que nous, on est une collectivité, service public, on offre un service à notre population val-de-marnaise, donc on veut les associer à nos projets. Donc il y a un côté expérimentation avec le public qu'on veut développer. Il y a des exemples de Living Lab, par exemple, qui existent. Et ça, pour le coup, ça permet de valider ou d'invalider en partie des orientations qu'on aurait développées. Ça, c'est hyper important parce qu'on a pu faire des fois des choses, on a réfléchi à la place des gens et derrière, on se rend compte que finalement, ça ne correspond pas forcément aux attentes. Donc c'est hyper important. Et aussi, un point qui est fondamental, je pense, notamment pour le futur et pour nos enfants, c'est être dans des démarches innovantes au regard des défis environnementaux, dans une logique de justice sociale et environnementale. Et ça, c'est vraiment important, ça me tient particulièrement à cœur, puisque avec l'UPEC aussi, on propose un colloque tous les ans qui s'appelle les Journées scientifiques de l'environnement, qui a lieu la semaine prochaine d'ailleurs, avec des super intervenants. Et donc, pour le coup, on sait très bien que au regard des problématiques des limites physiques de la planète, il n'y a pas que la problématique du changement climatique qui se pose à nous, il y a toutes ces questions de pollution chimique dans les eaux, dans l'air, dans l'espace, dans l'atmosphère, les microplastiques, toutes les problématiques de matériaux, d'extraction minière, donc toutes les innovations qu'on pourra proposer, il faut voir dans quelle mesure ça va engendrer de l'utilisation de matières, notamment des métaux, lithium et compagnie. Donc c'est quand même assez important. La question de l'usage des sols aussi, par rapport aux projets qu'on pourrait avoir. C'est vrai qu'on est dans une logique zéro artificialisation nette, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de reproposer des sols sains, utilisables. Notamment, on a aussi une démarche agriculture, une démarche pour développer un peu des sols plus fertiles. On a déjà d'ailleurs eu un autre projet avec l'UPEC sur ça, sur la fertilisation des sols, en mélangeant du compost et des matières organiques et du sol profond. Et on a vu qu'il y avait une fertilité plus forte que si on ne faisait rien ou si on utilisait des engrais chimiques. Donc voilà, on est sur des réflexions de ce type pour avoir finalement, globalement, pour nos Val-de-Marnais, un aménagement, enfin un cadre de vie et vous parliez tout à l'heure du bien-être, de vivre en bonne santé et bien-être à tout âge. Voilà, ça va être ça la vraie finalité de nos politiques publiques départementales. Voilà. Merci infiniment. Donc on a bien noté la recherche-action comme étant un moyen au service des politiques publiques, un moyen d'éducation, un moyen aussi de prendre du recul, d'avoir un tiers de confiance et aussi de vérifier que, en gros, les élus, effectivement, pourront s'approprier. Ouais, je voulais juste rajouter un mot, vous parliez d'éducation, médiation scientifique à destination de la population et des collégiens, puisqu'on a en charge aussi les bâtiments au collège, est aussi un des axes fondamentaux. Donc en lien avec les actions qui seront menées, s'il y a des choses qui sont potentiellement explicables, enfin faire des événements en lien, en direction de la population, ça pourrait être aussi assez intéressant pour nous. Très bien, très bien. Mais nous reviendrons de toute façon dans le détail plus tard. Et merci beaucoup. Et donc, je crois que nous arrivons
finalement au dernier exposé de la matinée, avec Michel Salem Samanet, qui est le directeur général d'Efficacity, l'Institut de la transition énergétique, qu'on ne présente plus, mais qu'on présente quand même. Michel, the floor is yours. Ok, merci Frédéric. Sur la planification bas carbone, parce que c'est le cheval de bataille de l'ITE Efficacity. Très bien, donc je vais évoquer ce que nous faisons sur différents territoires et je suis très heureux de l'intervention de M. Ambroise juste avant parce qu'en fait, vous avez déjà tout dit, donc je vais pouvoir tenir dans le temps imparti. La recherche-action, mettre à disposition la science de très haut niveau française et en particulier de l'Est francilien, la science appliquée au service des territoires comme aide à la décision pour améliorer la qualité de vie et accélérer la transformation notamment climatique des territoires, mais environnementale plus généralement, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, parce qu'en fait, personne n'a la solution. Et donc, ces coopérations avec le monde de la recherche, c'est fondamental. Donc, moi, je dirige l'Institut de R&D Efficacity. C'est ce que nous faisons depuis 10 ans. Et avec beaucoup de territoires, et pourquoi pas avec le Val-de-Marne. Donc je vais vous donner quelques exemples sur la façon dont nous travaillons sur 3 grands sujets. Donc pour rappel, on a été créé à l'initiative de l'État il y a 10 ans, on fête notre anniversaire cette année. Nos membres académiques, ceux que vous voyez en haut à droite, ce sont ceux du PUI, entre autres. Et donc notre mission, c'est de développer de nouvelles méthodes, de nouveaux outils d'aide à la décision, de les expérimenter sur des territoires pilotes, et de les diffuser à grande échelle. Et comme vous l'avez dit, ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche jamais de manière parfaite, évidemment, mais on essaye d'avoir des retours d'expérience et de prendre un peu du recul pour savoir en quoi ça a apporté un plus dans l'aide à la décision des acteurs opérationnels, donc que sont les collectivités et les aménageurs pour l'essentiel. Alors justement, on intervient à 2 échelles. Les 2 principales échelles de la gestion, de la construction, de la transformation des villes. Donc l'échelle du quartier, ce qu'on appelle l'aménagement urbain, que ce soit pour des projets d'aménagement neufs ou de rénovation ou mixtes. La plupart des projets maintenant sont des projets de rénovation. Ou à l'échelle des villes, donc c'est la planification urbaine à moyen long terme, à l'échelle des agglomérations, c'est ce qu'on appelle les plans climat, puisqu'on travaille sur le sujet de la décarbonation. Et donc dans les 2 cas, il y a besoin de mieux outiller les acteurs pour les aider à prendre de meilleures décisions. Donc vous le savez, pour réussir cette transition bas carbone, qui est un défi colossal, il faut mettre des moyens financiers importants, vous l'avez dit, il y a une contrainte budgétaire de tous les acteurs territoriaux, il faudra mettre plus de moyens financiers, on parle d'un certain nombre de dizaines de milliards par an. Il faut que les solutions soient disponibles, des solutions les plus performantes possibles. Et ça ne suffit pas. Il faut une 3e condition, et c'est là qu'on intervient. Il faut prendre les bonnes décisions. Il faut utiliser les meilleures solutions dans chaque contexte territorial particulier, et c'est pas simple. Moi, j'ai travaillé dans un aménageur, celui de Marne-la-Vallée, Épamarne, j'ai travaillé en collectivité, et puis depuis 10 ans, on ne fait que côtoyer ces acteurs territoriaux. La réalité, c'est que face à ce défi du changement climatique des territoires, c'est pas simple de savoir quelle est la bonne combinaison de solutions sur un territoire donné. On pourrait prendre par exemple le territoire de ce campus. C'est quoi la bonne façon de le décarboner de façon accélérée ? Et on ne sait pas bien le faire, en particulier parce qu'on ne l'a jamais fait au rythme auquel il va falloir le faire, puisque je vous rappelle juste un seul chiffre, moins 5% par an. Voilà, c'est juste énorme. Moins 5% par an de réduction des émissions de gaz à effet de serre dès 2024, c'est ce qu'il faudrait faire, et pendant 25 ans, c'est donc l'objectif 2030 qu'on est sur le point de s'assigner au niveau français avec la stratégie nationale bas carbone, la 3e, et puis c'est ce qu'il va falloir faire jusqu'à la neutralité carbone en 2050, donc moins 5% par an. Aucun territoire ne l'a jamais fait, c'est pour ça qu'on ne sait pas le faire, c'est pas parce qu'on est mauvais, même aucun pays ne l'a fait, il faut le faire pas une année. On l'a fait juste l'année du confinement, 2020. Il ne faut pas le faire une année, il faut le faire tous les ans. Donc c'est pour ça que ce n'est pas simple et c'est pour ça qu'on a besoin de la science, on a besoin d'innover pour aider à la décision. Voilà. Et donc il faut outiller les acteurs, il faut aussi mobiliser les acteurs. Parce qu'on a entre nous, j'espère,
ce n'est pas la priorité de tous les acteurs, malheureusement. Voilà, donc il faut les outiller, mais voilà, un acteur qui est moyennement mobilisé, moyennement sensibilisé à ces enjeux, c'est pas, les meilleurs outils, il ne les utilisera pas en fait. Donc il faut les deux. Il faut les outiller et il faut les mobiliser. Et c'est aussi parce qu'on va leur fournir des outils qu'à un moment donné, ça va devenir obligatoire de les utiliser. Voilà, donc ça c'est mon message général. Et maintenant, en 5 minutes, je vais, de façon un peu comme un marathonien que je ne suis pas, ou un sprinter que je ne suis pas non plus, je vais te donner juste quelques exemples. Donc sur l'aménagement d'abord, l'échelle des quartiers. Alors, on est passionné, mais on n'est pas en autocommande. Hein. Donc l'État a une feuille de route pour la décarbonation de l'aménagement, et on s'inscrit dans cette feuille de route, et vous voyez, c'est écrit en tout petit, mais en haut, encadré en rouge, vous voyez efficacité en petit, et avec tout un tas d'acteurs, et bien sûr l'UGE, même si elle n'est pas citée, la Commu, le CSTB, CEREMA, enfin tous les acteurs du PUI, sont en pilotage de cette première recommandation, qui est une des toutes premières de la feuille de route. Il faut être capable de mesurer de manière plus précise le bilan carbone prévisionnel des opérations d'aménagement. Pour une raison simple, hein, si on veut réduire l'impact carbone des projets d'aménagement, il faut commencer par mesurer cet impact, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne faisait pas en tout cas jusqu'à récemment. Un, parce qu'on ne savait pas bien le faire, et deux, parce que ce n'était malheureusement pas une priorité pour un grand nombre d'aménageurs et de collectivités. Voilà. Et maintenant, donc... Oula. Voilà. Et donc maintenant, on sait mieux le faire parce que depuis 10 ans, on a construit cette chaîne logicielle. Et cette chaîne logicielle, elle est totalement opérationnelle sur la partie droite qui est le bilan carbone. Donc il y a un outil qui s'appelle Urban Prime qui fait le bilan carbone des opérations d'aménagement. Voilà, bientôt une centaine de bilans carbone auront été faits. Ça se fait selon la méthode publique quartier énergie carbone. C'est vraiment important qu'elle soit publique. C'est la méthode de l'ADEME. Elle est transparente. Elle introduit justement de la confiance entre les acteurs parce qu'elle est transparente. Ce n'est pas une boîte noire. Hein. Et par ailleurs, en saumon, vous voyez à gauche, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a développé des logiciels qui aident à optimiser la stratégie énergétique d'un projet d'aménagement. Pourquoi ? Parce que la composante énergie des projets d'aménagement, ça pèse pour environ 1/3 de l'empreinte carbone des projets d'aménagement. Donc c'est un grand sujet parmi les deux autres grands qui sont les matériaux et la mobilité. Voilà. Il faut être bon sur ces 3 grands sujets, puis sur quelques autres. Donc voilà, on a développé ça, et il se trouve que... Oula, trop rapide pour moi. Voilà. Bon, il se trouve que, comme on dit, on fait de la recherche-action, tout le monde le dit, on le fait en vrai. La preuve, 5 projets pilotes ont été réalisés sur l'outil donc Energy Mapper qui permet d'optimiser le mix énergétique à l'échelle d'un quartier. 10 projets pilotes déjà à l'échelle nationale sur l'outil PowerDisk qui permet de simuler les flux énergétiques à l'échelle d'un quartier, dont Noisy-le-Grand, c'est en cours, donc on travaille avec l'Estor francilien, et puis bien sûr l'outil un peu socle, mais ce n'est pas le seul, les outils énergétiques sont absolument fondamentaux. L'outil bilan carbone, a été utilisé maintenant sur une 50aine de projets, bientôt sur une 100aine, dont avec EPAMarne, puisque EPAMarne a décidé, et c'est très bien, de systématiser le bilan carbone prévisionnel de tous ces projets d'aménagement. Et franchement, maintenant qu'on sait le faire, que c'est simple, que c'est pas cher, je vous donne un ordre de grandeur, parce que 10 à 15 000 euros par rapport à 500 000, 1 million d'euros, les études d'un projet d'aménagement, ça dure plusieurs années, donc ça ne coûte rien. Donc pourquoi on ne le fait pas ? On ne le fait pas parce que mesurer, c'est s'exposer. Donc souvent on dit, il faut oser la mesure parce que forcément vous n'avez pas 20 sur 20. Et donc ça introduit dans le dialogue avec vos parties prenantes en tant qu'aménageur une amicale pression parce qu'on voit quand on mesure comment on peut s'améliorer. Et donc cette culture de l'évaluation pour l'action, il faut la diffuser. Et il y a un certain nombre de grands aménageurs qu'on appelle des ambassadeurs, et merci à eux, qui montrent l'exemple. Et il faudrait que cet exemple soit suivi. Parce que ce n'est pas encore obligatoire. Et certains attendent que ça soit obligatoire. Alors, fort heureusement, l'État met de plus en plus la pression, l'ADEME, l'autorité environnementale, mais ce n'est pas encore obligatoire, alors que c'est simple, alors que l'urgence climatique est là, dans quelques années on sera dans le mur. Il ne faut pas attendre, parce que quand on conçoit un projet d'aménagement, c'est pour 100 ans. Et malheureusement, tous les ans, il y en a plusieurs centaines de projets d'aménagement chaque année, dont 250 gros soumis à étude d'impact, ils sont, pour une part, encore conçus sans tenir compte du critère carbone. Pour moi, c'est totalement irresponsable. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire, par exemple le Val-de-Marne ou globalement dans l'Est francilien, au-delà d'EPAMarne et pas France, ça ira dans le bon sens. Donc ça, c'est l'échelle quartier. Alors je finis juste pour dire que, et ça devrait intéresser le PUI, on va mettre en place un observatoire national de la performance carbone ou énergie carbone des projets d'aménagement, d'abord pour capitaliser sur tous les bilans carbone, bientôt une centaine. Donc c'est pas comme quand on fait une monographie d'un projet particulier, on ne peut pas forcément généraliser les conclusions. Là, vous voyez, la masse de projets, c'est totalement inédit. On va pouvoir dire des choses sur...
D'abord, est-ce que année après année, les projets d'aménagement sont de plus en plus décarbonés? Il faut avoir cette boussole, parce que si on ne mesure pas, on mène plein d'actions et on ne sait pas en fait. C'est ça qu'il faut changer. Deuxièmement, comment ils y arrivent, ceux qui sont les plus vertueux? Ceux qui ont un score carbone le plus bas, comment ils y arrivent, hein? Et quand on aura 100, 200 projets qu'on va analyser, on va pouvoir répondre à cette question. Et enfin, et pour moi c'est presque le plus important, c'est le côté obscur de la force, on va faire la carte de France des projets qui font leur bilan carbone. Et donc, par défaut, voilà, on va voir, name and shame, les mauvais élèves, la majorité encore. Donc j'espère que ça va vraiment inciter à ceux qui n'ont pas encore compris que c'était essentiel, mais surtout pour leur image, d'y aller. Voilà. Donc cet observatoire, il a en particulier cet objectif. Alors maintenant, je dis un mot à l'échelle des villes, l'échelle de la planification bas carbone. C'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Donc, vous savez que la France, comme d'autres pays, mais en particulier la France, on a une tradition de planification bas carbone. Ça fait 10 ans que c'est obligatoire pour les agglos de plus de 20 000 habitants. Ça fait à peu près 800 agglos en France. Il y en a la moitié qui ont respecté la loi. Vous voyez, comme quoi, réglementer, ça ne suffit pas, il faut s'y mobiliser. Donc, la moitié aux grandes dames de la DGEC, et le pire n'est pas là. Le pire, c'est que la majorité des plans climat qui existent, ce qu'on appelle les PCAET, servent à rien. Alors, parfois, il paraît qu'ils servent à caler des armoires. Bon, peut-être, mais comme c'est de plus en plus numérique, je ne sais même pas s'ils servent à ça. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que, d'abord, il n'y a pas d'obligation d'évaluation. Mais surtout, il n'y a pas d'obligation de faire quelque chose de précis, de faire des plans d'action. Donc, en fait, qu'est-ce que font ces plans, pas tous. En gros, les grandes métropoles, ça va. Un certain nombre de grandes collectivités, parce qu'il y a des élus motivés à la tête, ça va. Mais pour la majorité des 400 qui existent, je ne parle pas des 400 qui n'existent pas, en fait, on définit des grandes ambitions, on donne des exemples d'actions, point. Donc clairement, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un plan d'action le plus précis possible et qu'on puisse évaluer chaque année, vérifier si on est sur la bonne trajectoire ou pas et recaler, puisqu'on n'est jamais sur la bonne trajectoire, recaler l'action chaque année. Et ça, donc, ça n'existe pas, mais ça va changer. Alors, ça va changer par les deux bouts. D'abord, il y a une prise de conscience qu'il faut outiller les acteurs comme pour l'aménagement. Et donc, on a mobilisé, donc avec nos petits bras Efficacity, on a réussi à mettre autour de la table tout ça. Donc, c'est vraiment un panier de crabes. Donc, on a pris des gros coups de bâton d'ailleurs, mais tant pis, on y va. On continue à se prendre des grands coups de bâton. Mais avec nos amis du PUI, voilà, on y va ensemble. Parce que vous voyez, il y a l'UGE, le CEREMA, le CSTB, etc. Alors, ceux qui nous donnent des coups de bâton, je ne vais pas les citer. Mais c'est vraiment les derniers auxquels on aurait pensé. C'est pour ça que c'est dur en vrai. Mais on reste motivé. Il faut juste être patient pour ne pas déprimer. Alors, tous ces acteurs ont décidé, donc vous voyez, des acteurs institutionnels et des experts. Ils sont tous maintenant mobilisés et deux choses se font. D'une part, on va outiller les acteurs pour faire des plans d'action bas carbone. Pas juste des plans climat, des plans d'action bas carbone de ces plans climat. Et l'objectif, c'est d'ici 2026 pour les nouveaux exécutifs locaux. Donc, ça, on le fait avec des territoires pilotes. Et il n'y en a pas dans l'Est francilien, mais vous voyez, ça se rapproche, donc faites attention. Déjà, voilà, Paris-Saclay, Saint-Germain. Donc bientôt, il y en aurait possiblement dans l'Est francilien. Et l'autre chose qui va être faite, c'est... Alors je précise tout de suite que dans le cadre de CITI, donc le CITI, mais maturation, donc grâce à la SAT, et à l'UGE bien sûr, à certains labos, notamment le LVMT, on va faire une première brique pour avoir une première boîte à outils, une première version de cette boîte à outils qui fait défaut, mais également dans le cadre du PEPR, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine. Un des freins, je vais vite, c'est qu'en fait on ne sait pas évaluer l'impact carbone des actions. C'est gênant. On ne sait pas évaluer l'impact carbone de toutes ces actions qu'on mène à l'échelle d'une agglomération, sur la mobilité, les bâtiments, dans la durée. Si vous dites par exemple, je rends les transports collectifs gratuits, ok, et donc dans les 25 prochaines années, c'est quoi l'impact carbone? Je vais, mais plus précisément que ce qu'on fait avec une règle de 3. Et ça, on pourrait le faire dans tous les domaines. Donc vous voyez, à partir du moment où on ne sait pas faire ça de manière précise, on ne sait pas comparer de programmes d'action. Entre maintenant et 2050. Si on ne sait pas comparer de programme d'action, comment est-ce qu'on prend les bonnes décisions?
Voilà, c'est ça la difficulté. Ce n'est pas juste de la mauvaise volonté. L'autre aspect, et je termine par là, c'est la mauvaise volonté. C'est qu'il y en a pour qui ce n'est pas un sujet. Donc, l'État, et on aide un peu, met en place, vous savez, les COP régionales, et puis met en place la déclinaison donc, aux échelles jusqu'à locales. Et franchement, demain, il y aura une pression beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. C'est pas dur, puisqu'il n'y a quasiment pas de pression aujourd'hui. Une mise en cohérence des échelles, nationale, régionale, locale. Donc, franchement, je pense que la donne va changer. Donc, c'est le bon moment de fournir des outils aux acteurs. Et je finis juste sur qu'est-ce qu'on fait à petite échelle sur la mobilisation des acteurs. Alors, d'abord, il faut mobiliser les collectivités. Il y a peut-être des collectivités dans la salle. Donc, moi, j'étais en collectivité. Donc, évidemment, c'est très, très compliqué. Donc, je ne suis pas en train de dire elles ne sont pas motivées, etc. Simplement, elles le sont plus ou moins. C'est comme tout le monde. Voilà. Et donc, un des moyen, et ce n'est pas le seul, c'est de valoriser ce qu'elles font de bien, parce que c'est tellement difficile, c'est quand même sympa de valoriser un peu quand on fait quelque chose de bien. Et donc les labels servent à ça. Souvent on dit les labels, c'est donner des bons points, mais c'est sympa aussi pour les services, pour les élus, de valoriser ce qu'on fait de bien. C'est tellement dur. Bon. Et par ailleurs, ces labels incluent des indicateurs, des référentiels techniques, qui permettent d'évaluer un peu l'impact des politiques de façon transversale, et chaque collectivité ne peut pas réinventer les indicateurs, c'est pas simple. Donc voilà, on a fait ce travail, ça fait 15 ans en France qu'il existe un label de l'ADEME, ça s'appelait Citergie, après ça s'est appelé Climat-Énergie, et puis maintenant ça s'appelle Territoire engagé dans la transition écologique, je ne sais pas si ça va encore changer de nom, mais c'est la même chose, c'est un label européen à la base. Ça marche bien, c'est ce que vous voyez en bleu là. Et ce qu'on a rajouté avec l'UGE, avec le CEREMA depuis 3-4 ans, c'est toute la dimension, parce que vous avez raison, il faut aussi de la justice sociale. On a rajouté la dimension sociale et économique pour avoir une juste transition. Et donc ce label en particulier a été expérimenté avec la collectivité Paris-Vallée de la Marne et peut être expérimenté. C'est subventionné, c'est pas cher, ça prend un petit peu de temps. Ça permet d'avoir un tableau de bord. Le DGS, comme ça, il a son tableau de bord et c'est plus facile de faire travailler les services en transversalité sur l'ensemble des politiques publiques. Voilà les 17 ODD. Voilà, je termine 2 dernières diapos. Il faut aussi mobiliser les entreprises. Parce que quand vous avez un plan, la collectivité, ce qu'elle fait en direct, c'est 15%, 20%. L'essentiel sont faits par les parties prenantes, dont les entreprises. Et donc, il y a des initiatives qui se développent dans toute la France depuis 4-5 ans sur cette thématique. Et donc, nous, avec le CEREMA, on a vraiment mis au point un dispositif numérique qui aide à faire ça. Vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et c'est en train d'être diffusé via un ami. Il y aura bientôt une dizaine de collectivités qui mettent en place vraiment un dispositif via un site internet qui permet aux entreprises du territoire d'évaluer en quoi elles contribuent à la transition écologique du territoire, de les accompagner via un guichet unique, de faire aussi des labels, des trophées, etc. Ça marche assez bien. L'exemple le plus abouti, c'est Poitiers, et on peut très bien développer ça dans l'Est francilien. Et la toute dernière chose, vraiment qui est sympa, c'est le grand public. Parce qu'en fait, dire il est possible de concevoir des projets d'aménagement bas carbone, résilients, et en plus où il fait bon vivre, c'est bien de l'affirmer, c'est encore mieux de donner des exemples par un serious game, en plus c'est sympa, on l'a testé, qui permet de comprendre vraiment comment on fait. Et voilà, il y a plein de façons, et en plus on a utilisé l'outil bilan carbone dont je vous parlais tout à l'heure pour vraiment mesurer, comme le fait l'atelier d'automne, parce qu'on l'a fait avec l'aide de l'atelier d'automne. Donc vous parliez des collèges, franchement, dès le collège, je pense que c'est adapté. Les lycées, bien sûr l'enseignement supérieur et toute la filière, c'est une façon de sensibiliser le grand public en fait de toute cette filière sur oui c'est possible d'avoir des quartiers durables de façon très concrète. Voilà, merci beaucoup, et si on peut coopérer ensemble, nous on fait de la recherche-action, donc c'est dans la coopération, dans le collaboratif. Personne n'a la solution et nous on veut apporter notre pierre. Merci beaucoup. Merci Michel.